Mais les gens qui écoutent Cano, bien sûr, c'est ceux qui les ont connus à une certaine époque. Bien que mon fils, par exemple, quand je lui ai fait écouter Cano il y a plusieurs années, est devenu un fan immédiatement. Puis pourtant, à l'époque, tu sais, lui, c'était du AC/DC, puis ces choses-là, tu sais. Alors, je me dis, il y a quelque chose là qui doit être plus universel qu'on pense, tu sais. Dans la musique, particulièrement. Dans les textes aussi, peut-être. Tu sais, dimanche après-midi, quand tu viens du nord de l'Ontario, dans un petit village, bon, mon fils a grandi à Sudbury et pas derrière l'église en train de gratter sa guitare, mais tu peux imaginer que ça se passe dans le nord de l'Ontario, dans un petit village. Parce que tu es allé dans le petit village de ton père, de ta mère, on vient tous les deux de petits villages dans le nord, justement. Alors, tu peux imaginer ça et je pense que ça te parle. Je pense que ça te dit qui tu es. Comme on disait tantôt, Cano découle un peu d'un mouvement identitaire, d'un mouvement de création identitaire qui se passait à Sudbury. Et ça perdure. Parce que c'est toujours cette quête d'identité qui existe chez les francophones hors Québec, chez les Canadiens français. Et je pense que c'est peut-être une des choses qui fait que cette musique-là est encore écoutée et appréciée aujourd'hui. On écoute Cano depuis toujours parce que c'est de la bonne musique. Je veux dire, honnêtement, je veux dire, ça n'a pas ce mélange. Même à l'époque, il était 7 ou 8, je me rappelle même plus, si tu comptes, dépendant de qui tu comptes. Là, alors déjà, c'était quand même assez particulier. Puis il y avait ce mélange d'un peu de tout, du traditionnel au vraiment pas traditionnel. Je veux dire, je sais pas pourquoi on l'écoute encore aujourd'hui. Il y a certainement une grosse dose de nostalgie. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense que ça va au-delà de ça. T'sais. Pour moi, personnellement, c'est clair que c'est une grosse dose de nostalgie, je veux dire, à cause des contacts personnels, à cause d'expériences personnelles. Pour quelqu'un qui n'a pas eu le contact personnel comme ça, avec Cano, qui l'écoute encore, comme tu dis, je sais pas, c'est formidable. Mais, tu sais, pour moi, personnellement, inévitablement, ça a ce côté plus nostalgique. Je veux dire, c'est clair, tu sais. C'est juste là à l'écouter. C'est drôle parce qu'il y a une couple d'années, il y avait eu une... On avait relancé sous forme CD une collection quelconque, puis je pense que je les ai toutes, puis encore, puis là, ça faisait peut-être un petit bout de temps, là, tu sais. Ah, puis j'ai vu ça en magasin, puis je l'ai acheté, puis je l'ai, tu sais, je l'ai mis dans mon char, puis je veux dire, je sais pas, là, il était là comme pendant des mois, tu sais, j'arrivais plus à l'enlever, tu sais. C'était comme si, c'est quelque chose, j'avais pas écouté depuis peut-être une couple d'années, les CD étaient là sur la tablette, tu sais, mais, tu sais. Alors, puis comme ça, à cause d'une nouvelle édition de quelque chose, je l'avais dans l'auto, puis ça a été là, je sais pas combien de mois, honnêtement, là, à réécouter chaque... Tu sais, puis je veux dire, ça pouvait faire tellement longtemps, puis encore, là, chaque note, tu sais, il y avait beaucoup de air guitar qui se passait dans l'auto, tu sais. J'ai vu le premier spectacle, là. Apparemment, ils vont avoir le dernier spectacle à Kapuskasing en vendredi soir. J'ai vu plusieurs de leurs spectacles. C'était toujours le fun. C'était des bons musiciens. Hein. Ils ont joué à Nuit sur l'étang il y a 2 ans, puis une des mes nièces est venue, puis elle était en extase. Elle n'en revenait pas de la qualité. C'était bon. C'était des bons musiciens. Hein. Dave Bird, à un moment donné, a fait du travail en studio à Los Angeles. Il n'était pas à pied dans ce temps-là. C'était des musiciens exceptionnels, extraordinaires, très créatifs, très disciplinés aussi. Dans leur pratique, là, ils étaient très disciplinés. Puis, une fois que la pratique était finie, bien là, c'était un groupe d'amis. Encore aujourd'hui, c'est un groupe d'amis. Puis je pense que le fait que c'était une coopérative, il a contribué pour beaucoup. Hein? Coopérative, c'est le Cano, Coopérative des artistes du Nouvelle-Ontario, côté musique. Et puis donc, l'éclairagiste, donc Michael Gallagher, qui s'occupait des tournées, donc Gary McGrory aussi, c'était des membres intégraux de la troupe. Donc, tout le monde était à part égale. Alors, quand il y avait un déficit, c'était tout le monde qui avait le déficit. Puis quand il y avait un petit peu d'argent, c'était tout le monde qui avait un petit peu d'argent. Well, there was a point in time when the first album came out. We were the biggest seller of the first album in Canada as an independent store. So we sold a lot of their product over the years. And the community was really behind them as well, and that's why. True test of time about good music. Music stands the test of time. And we still sell Cano stuff today. As people are changed formats from LP to CD,
they still want that music. Je dois avouer que j'ai pas réalisé dès le début l'ampleur que le groupe aurait eu. Même 35 ans plus tard, qui l'aurait su. Je l'ai réalisé, je pense, après qu'on a fait la tournée pour supporter le premier album, Tous dans le même bateau. À ce moment-là, on avait signé un contrat avec la compagnie A&M Records qui nous appuyait avec une campagne de publicité assez importante, surtout au Québec puis dans les provinces maritimes. Mais puis le nord de l'Ontario, l'Outaouais aussi, où on avait déjà fait une petite réputation. Mais c'est la machine de publicité d'A&M Records qui a vraiment grandi la réputation du groupe Cano. Puis c'est à la fin de la première tournée que j'ai réalisé, mon Dieu, le groupe a des fans tout partout. Puis aussi, dès l'apparition du deuxième micro-sillon, encore la machine de publicité d'A&M Records a appuyé une tournée dans l'Ouest, où on a trouvé des fans à Winnipeg, en Alberta, à Calgary, à Edmonton, puis même sur la côte ouest même, à Vancouver, à Victoria. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment apprécié l'ampleur, l'importance que le groupe avait parmi ses fans. Puis j'ai commencé à croire que ouais, il y a quelque chose là, puis ça risque de grandir cette affaire-là. A&M Records, à cette époque-là, le président d'A&M Records était un monsieur Lacourcière. Monsieur Lacourcière vient de Sturgeon Falls. Mais M. Lacourcière est parti de Sturgeon Falls quand il avait comme 16 ans, s'est en allé aux États-Unis, a abouti en Californie et d'une façon ou d'une autre a fini dans l'industrie du disque. Et quand on a envoyé ça, bien sûr, il y avait les biographies des gens, des musiciens de Cano, dont Rachel et André, qui venaient de Sturgeon. Alors au départ, il y avait comme une affinité, là, hein? Et A&M Records était, à cette époque, le plus gros vendeur de disques au Canada, n'avait aucun artiste francophone. Était le plus gros vendeur de disques au Québec, n'avait aucun artiste francophone. Ils vendaient Supertramp, ils vendaient, bon, toutes sortes d'autres choses au Québec. Et ils étaient très intéressés à développer ce marché, bien sûr, avec des francophones. Cano est tombé pile dans ses désirs. Et donc, d'une chose à l'autre, on a négocié un contrat de disque, on est allé chercher un avocat parce qu'on ne connaissait rien là-dedans, bien sûr. Cano a eu ce qui, à l'époque, on m'a dit, était un des meilleurs contrats de disque. Il faut se souvenir que l'industrie du disque était en déclin à ce moment-là. Et c'était avant le vidéo qui a ravivé l'industrie du disque, mais à ce moment-là, ça vivait des temps difficiles. Et Cano aurait eu, à ce qu'on m'a dit, le meilleur contrat de disque au Canada cette année-là, en 1975, si je ne m'abuse. Et à partir de là, bien, ça a déboulé. Cano est allé à Montréal la dernière semaine des Jeux olympiques en 1976 et la semaine suivante, 2 semaines, au studio Son Québec. On a disqué Tous dans le même bateau.